Mon grand-père m'a légué 50 millions d'euros et le domaine familial. Mes parents ont brûlé le chèque devant moi. Je n'ai rien fait, j'ai juste souri. Ce qu'ils ont anéanti était en fait leur propre piège. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que tu passes une journée merveilleuse où que tu sois. J'aimerais que tu partages dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays tu nous regardes et quelle heure il est là-bas. Maintenant, commençons notre histoire ensemble. Je n'avais pas remis les pieds dans cette étude depuis que la santé de Pépé Antoine avait commencé à décliner. Et même aujourd'hui, je n'étais venu que parce que je le lui avais promis, là, dans la lumière déclinante de sa chambre qui sentait la lavande et la faim. L'air dans la salle de conférence de Maître Durand, au cœur du triangle d'or de Bordeaux, était lourd, imprégné d'une odeur de cire d'abeille, de vieux papiers et de secrets de famille si anciens qu'ils semblaient avoir fusionné avec les boiseries sombres. Ma mère, Isabelle, ajusta son carré Hermès d'une main parfaitement manucurée, son visage une toile impassible où l'impatience se lisait pourtant dans le tapotement discret de son ongle sur son sac à main. Mon père, Jean-Pierre, était assis droit comme un i, les bras croisés sur sa poitrine, une forteresse d'arrogance et de dédain. Il me jaugeait du coin de l'œil, comme si ma simple présence était une insulte personnelle. Et puis il y avait Chloé, ma sœur cadette, l'incarnation de la perfection glaciale. Vêtue d'un chemisier en soie crème trop immaculé pour le deuil, elle pianotait nonchalamment sur son téléphone, un demi-sourire aux lèvres, comme si elle avait déjà gagné une partie dont j'ignorais les règles. Je me sentais comme une étrangère, une pièce rapportée dans le tableau de ma propre famille. Mon tailleur noir, simple et bien coupé, acheté pour l'occasion, me semblait soudain inadéquat face à leur opulence étudiée. 10 ans à Paris, à construire ma vie loin du domaine de la Garonne, loin de leurs attentes et de leurs jugements, m'avait changé. J'étais devenue Élodie Dubois, créatrice de parfums, née, comme on dit dans le métier. Pour eux, j'étais restée la déception, celle qui avait tourné le dos à un empire viticole pour un caprice d'enfant gâté. Maître Durand, le notaire de la famille depuis plus de 40 ans, un homme dont le visage était une carte de tous les secrets de la région, s'éclaircit la gorge. Le son rauque brisa le silence pesant. Avec des mouvements lents et délibérés, il ouvrit un épais dossier relié de cuir. Nous sommes réunis, commença-t-il d'une voix qui ne tremblait pas, pour honorer les dernières volontés de Monsieur Antoine Dubois. Son regard, derrière des lunettes à monture d'écaille, se posa sur moi une fraction de seconde de trop. Un avertissement silencieux? Une marque de compassion? Je ne savais pas. Je sentis le poids des regards de ma famille s'intensifier, un mélange de curiosité méprisante et d'avidité à peine voilée. Ils attendaient leur dû, la confirmation de leur pouvoir, la consécration de leur règne sur le domaine. Je me souvenais de la main tremblante de Pépé Antoine serrant la mienne. Promets-moi, Élodie. Promets-moi que tu seras là. Peu importe ce qu'ils diront ou feront. Tu dois être là. Sa voix était un murmure, mais sa poigne avait la force de la vigne. J'avais promis. Et j'étais là, prête à affronter la tempête, sans savoir encore qu'elle allait dépasser tout ce que j'aurais pu imaginer. Le silence dans la pièce était si total que je pouvais entendre le tic-tac régulier de la grande horloge comtoise dans le couloir, égrenant les secondes vers une déflagration inévitable. Maître Durand chaussa ses lunettes de lecture, le geste solennel d'un prêtre avant le sacrifice. Il parcourut la première page du testament, puis leva les yeux vers l'assemblée silencieuse. Selon les volontés de Monsieur Antoine Dubois, commença-t-il, sa voix résonnant dans la pièce, je procède à la lecture de ces legs. Une tension nouvelle, plus aiguë, s'installa. Ma mère cessa de tapoter sur son sac. Mon père se pencha légèrement en avant. À ma petite fille, Chloé Dubois, je lègue mon appartement situé avenue Montaigne à Paris, ainsi que ma collection d'art moderne, estimée à ce jour. Chloé leva un sourcil, un léger froncement de déception plissant son front parfait. Un bel appartement et quelques tableaux. C'était généreux, mais ce n'était pas le pouvoir. Ce n'était pas le domaine. À mon fils, Jean-Pierre Dubois, et à son épouse, Isabelle Dubois, continua le notaire, je lègue l'usufruit de ma résidence secondaire au Cap Ferret, ainsi qu'une donation de 50 000 € faite en leur nom à la Fondation pour la recherche médicale. Le visage de mon père se durcit comme de la pierre. L'usufruit. Pas la pleine propriété. Et une donation symbolique, une aumône jetée pour la galerie.
Je vis une veine palpiter à sa tempe. Ma mère pinça les lèvres, son masque de bienséance se fissurant pour révéler une fureur glaciale. C'est tout, laissa échapper Jean-Pierre, sa voix un grondement sourd. Maître Durand l'ignora, tournant la page avec une lenteur calculée. Il fit une pause, but une gorgée d'eau, puis son regard se fixa sur moi. Et à cet instant, je sus. Enfin, dit-il, et sa voix prit une intonation différente, plus douce, presque personnelle. À ma petite fille, Élodie Dubois. Ma confidente. Celle qui a eu le courage de suivre son propre chemin, tout comme moi en mon temps. Mon cœur s'arrêta. Les mots de mon grand-père, lus par un autre, résonnaient comme un écho de nos longues conversations. À Élodie, reprit Maître Durand, sa voix claire et sans appel, je lègue l'intégralité de mes parts dans la holding familiale, soit la totalité du contrôle du domaine de la Garonne. Je lui lègue également l'entièreté de mon patrimoine financier personnel, s'élevant à ce jour à 50 246 000 €. Un silence de mort tomba sur la pièce. Un silence si lourd, si dense, qu'il semblait absorber tout l'air. Puis, ce fut l'explosion. C'est une farce, hurla mon père en se levant d'un bond, faisant basculer sa chaise. Impossible, siffla ma mère, le visage blême de rage. Il était sénile. Nous allons contester. Cette fille nous a abandonnés. Elle ne mérite rien. Chloé, pour la première fois, avait perdu son air détaché. Sa bouche était entr'ouverte, ses yeux passant de nos parents à moi avec une incrédulité haineuse. Imperturbable, Maître Durand sortit un chéquier d'un tiroir de son bureau. Il remplit un chèque de banque, le signa, le tamponna, puis le tendit dans ma direction. Mademoiselle Dubois, voici le chèque certifié correspondant au solde du patrimoine financier. Je n'eus pas le temps d'esquisser un geste. Mon père se jeta sur le bureau, arracha le chèque des mains du notaire avec une violence inouïe. Il le brandit en l'air, le papier tremblant dans sa main. Tu penses que cet argent peut racheter ta trahison, gronda-t-il, le visage déformé par la fureur. Avant que quiconque puisse réagir, il sortit de sa poche un briquet en or massif. La flamme jaillit, avide. Il l'approcha du bord du chèque. Le papier s'embrasa, se recroquevilla sur lui-même, les chiffres se tordant dans une danse macabre. Simultanément, ma mère, dans un geste de pure destruction, déchira l'enveloppe que le notaire m'avait également tendue, celle contenant les documents préliminaires de la succession. Les lambeaux de papier volèrent comme des confettis funèbres. Voilà ce qui arrive quand on renie sa famille, cracha-t-elle, les yeux brillants d'une lueur mauvaise. Il me fixait, attendant ma réaction. Des larmes? Des cris? Une supplication? Il n'y eut rien de tout cela. Je restai assise, parfaitement immobile. Et je souris. Un léger sourire, à peine une courbe sur mes lèvres, un sourire énigmatique, glacial, qui ne monta pas jusqu'à mes yeux. Je les regardais brûler leur propre folie, détruire leur propre piège, tandis que les cendres du chèque tombaient lentement sur le tapis persan. Car ce qu'ils ignoraient, c'est que ce qu'ils venaient d'anéantir n'était qu'un leurre. De retour dans mon petit appartement parisien du Marais, le contraste était saisissant. L'opulence suffocante de l'étude notariale avait laissé place au silence apaisant de mon refuge. L'air ici ne sentait pas la cire et les secrets, mais un mélange subtil d'essence de bergamote, de vétiver et de papier à dessin, les effluves de mon travail, de ma vie. Je retirai mon tailleur noir, l'armure de cette journée, et enfilai un simple pull en cachemire. La douceur du tissu sur ma peau était un réconfort. Assise près de la fenêtre, regardant la vie parisienne s'agiter en bas, les souvenirs de la rupture originelle remontèrent avec une clarté douloureuse. J'avais 19 ans. J'étais rentrée de Bordeaux pour les vacances, le cœur battant, pour leur annoncer ma décision. J'avais été acceptée à l'ISIPCA, la prestigieuse école de parfumerie de Versailles. C'était mon rêve, mon obsession depuis que Pépé Antoine m'avait fait découvrir son jardin des senteurs au domaine, m'apprenant à distinguer le parfum de la rose de mai de celui de la rose de Damas. La scène s'était déroulée dans le grand salon, celui avec les portraits d'ancêtres qui semblaient vous juger du haut de leur cadre doré. Mon père n'avait pas crié tout de suite. Il m'avait écouté, son visage se fermant peu à peu, comme un poing. La parfumerie, avait-il répété, le mot sifflant entre ses dents avec un mépris infini. Tu refuses HC,
Une place que des milliers de jeunes gens tueraient pour avoir, pour aller sentir des fleurs? C'est un caprice d'enfant gâté, un hobby inutile. Ce n'est pas un hobby, papa. C'est un art, une industrie. C'est ma passion. Ta passion, avait-il ricané. Ta passion, c'est la terre, la vigne, le nom que tu portes. C'est le domaine de la Garonne. Puis, l'ultimatum était tombé, froid et tranchant comme une guillotine. Le choix est simple, Élodie. Soit tu oublies ces sottises et tu t'inscris en école de commerce dès la rentrée prochaine, soit tu ne remets plus jamais les pieds dans cette maison. Tu ne seras plus ma fille. J'avais cherché du regard le soutien de ma mère. Elle se tenait derrière lui, silencieuse, lissée, parfaite. Elle avait simplement hoché la tête en signe d'approbation, ses lèvres si pincées qu'elles formaient une ligne fine et cruelle. Ce jour-là, j'ai compris que je n'avais qu'un seul parent. Et ce n'était aucun d'eux. J'avais fait ma valise en pleurant, et j'étais partie. L'effacement avait été progressif, méthodique. D'abord, les appels sans réponse, les anniversaires oubliés. Puis, quelques mois plus tard, lors d'une tentative de réconciliation pour Noël, j'avais découvert ma chambre, mon sanctuaire d'enfance, entièrement vidé. Les meubles, les livres, les photos, tout avait disparu. Remplacé par un mobilier impersonnel et une plaque sur la porte, chambre d'amis. Chloé m'avait croisé dans le couloir, un sourire narquois aux lèvres. Faut pas être si dramatique, Hello. De toute façon, tu ne t'en servais plus. L'abandon financier avait suivi. Mais Pépé Antoine était intervenu. Sans un mot de reproche, sans jamais me demander de revenir sur ma décision. Des virements discrets arrivaient sur mon compte, juste assez pour payer mon loyer et mes études. Et surtout, il y avait ces lettres. Des lettres manuscrites, à l'encre bleue, sur du papier à en-tête du domaine. Il ne parlait jamais de la dispute. Il me parlait de la vigne, du temps qu'il faisait, d'un livre qu'il avait lu. Mais entre les lignes, je lisais son soutien indéfectible. Dans chaque mot, il me disait « Je te vois. Je suis fier de toi ». La dernière lettre était arrivée 3 semaines avant sa mort. L'écriture était plus tremblante, mais les mots étaient forts. La survie n'est pas une faiblesse, ma chérie. C'est la première preuve de force. J'avais gardé cette lettre dans mon portefeuille, un talisman contre la solitude et le doute. C'était cette force qu'il m'avait transmise qui m'avait permis de sourire aujourd'hui, face aux flammes. La nuit était tombée sur Paris. Les lumières de la ville dessinaient des constellations artificielles sur mon plafond. Le tumulte de la journée s'était apaisé, laissant place à une étrange sérénité. Je me levai et allai chercher dans la doublure de mon manteau, là où je l'avais glissé avant même d'entrer dans l'étude du notaire. L'enveloppe. Elle était en papier vélin épais, scellée à la cire avec le sceau de Pépé Antoine, un CEP de vigne stylisé. Il me l'avait remise en main propre, un mois avant sa mort, dans un café discret près du jardin du Luxembourg. Il l'avait sortie d'une serviette en cuir, comme un secret précieux. Élodie, m'avait-il dit, son regard grave et brillant. Tu ne dois ouvrir ceci que s'ils tentent de tout brûler. S'ils montrent leur vrai visage. Pas avant. Promets-le-moi. Et il l'avait fait. De la manière la plus spectaculaire et la plus vulgaire qui soit. Mes doigts tremblaient légèrement en brisant le seau de cire. Le son sec résonna dans le silence de l'appartement. À l'intérieur, je trouvai plusieurs documents. Le premier était un chèque, une copie presque parfaite de celui que mon père avait réduit en cendres. La même somme, la même signature. Mais en y regardant de plus près, je vis, imprimés en minuscules lettres rouges dans un coin, les mots « copie non négociable ». Le leur. Au dos de ce faux chèque, une petite clé USB était fixée avec du ruban adhésif, accompagnée d'un mot manuscrit de mon grand-père, de son écriture large et assurée, « Laisse-les brûler le leur ». Ensuite, ouvre le vrai dossier. La vérité te rendra libre, mais d'abord elle te rendra forte. Ton Pépé qui t'aime. Un frisson me parcourut. Ce n'était pas un simple héritage. C'était une partie d'échecs, planifiée de longue date par un maître stratège. Je pris mon ordinateur portable, insérai la clé USB. Aucun mot de passe. Un seul dossier apparut sur l'écran, nommé sobrement « Fiducie ». Je cliquai.
Le document qui s'ouvrit était un acte de transfert fiduciaire, un montage juridique complexe et parfaitement légal. Il était daté de 3 semaines avant sa mort, signé par lui, par 2 témoins indépendants, et enregistré par une banque privée genevoise dont je n'avais jamais entendu parler. Le document stipulait que l'intégralité de son patrimoine financier, les 50 millions d'euros, avait déjà été transférée sur un compte en fiducie, inaccessible à quiconque, dont j'étais l'unique bénéficiaire. Le transfert était déjà effectif. L'argent était déjà à moi, en sécurité, loin de Bordeaux, loin de leurs mains avides. Je me penchai en arrière sur ma chaise, le souffle coupé. Le chèque qu'ils avaient brûlé avec tant de haine n'était pas un héritage. C'était un test. Un appât. Une épreuve conçue par mon grand-père pour révéler au grand jour, devant notaire, la véritable nature de sa famille. Il avait anticipé leur cupidité, leur cruauté. Il leur avait donné l'occasion de se détruire eux-mêmes. Et moi, il ne m'avait pas seulement laissé de l'argent. Il m'avait laissé une arme, un plan, et une confiance absolue en mon intelligence et ma force de caractère. La partie ne faisait que commencer. Et pour la première fois, je n'étais plus seule. J'avais mon grand-père à mes côtés, son esprit vif et aimant guidant chacun de mes pas. Le lendemain matin, une routine ancrée en moi depuis mes débuts difficiles à Paris me poussa à consulter mon compte en banque courant. C'était un réflexe de survie, le besoin de vérifier que le solde était toujours positif. L'écran de l'application bancaire clignota une fois, puis une deuxième, avant d'afficher un message d'erreur laconique, compte inconnu. Veuillez contacter votre agence. Mon sang se glaça. Je tentai d'utiliser ma carte de crédit pour un petit achat en ligne. Refusé. Une sueur froide perla sur ma nuque. Je me dis que c'était une mesure de sécurité, peut-être un blocage suite aux événements de la veille. Une fraude suspectée. J'appelai ma banque. L'employé au bout du fil, un jeune homme à la voix polie mais hésitante, me fit patienter. Je l'entendais taper sur son clavier. Mademoiselle Dubois. Élodie Dubois, c'est bien ça. Oui, c'est moi. C'est très étrange. Je suis désolé, mademoiselle, mais notre système indique que votre compte a été clôturé. Clôturé? Mais pourquoi? Je n'ai fait aucune demande. Il y eut un long silence, puis sa voix revint, plus basse, presque gênée. Le compte a été clôturé, suite à la réception d'un avis de décès. Les mots flottèrent dans l'air. Avis de décès. Mon cerveau refusa de les comprendre. Un avis de quoi? C'est une erreur. Je vous parle, je suis bien vivante. Je comprends, mademoiselle, mais la procédure a été certifiée. Nous avons reçu un acte de décès officiel de la part d'un notaire. Je raccrochai sans un mot de plus, ma main tremblant si fort que je faillis laisser tomber le téléphone. Un notaire. Pas Maître Durand. Un autre. Un complice. L'angoisse se transforma en une certitude glaciale. Je pris mon sac et me précipitai à la mairie de mon arrondissement. La fonctionnaire derrière la vitre en plexiglas me regarda avec un air fatigué. Je lui expliquai la situation, ma voix se brisant légèrement. Elle tapa mon nom dans son ordinateur, fronça les sourcils. Ah, oui. Je vois. Elle leva les yeux vers moi, un mélange de pitié et de malaise dans le regard. Vous êtes déclarée légalement décédée, mademoiselle. Un certificat de décès a été déposé il y a 2 semaines. Signé par un médecin et authentifié par Maître Moreau, à Bordeaux. Maître Moreau. Un nom que je ne connaissais pas. Un pion dans leur jeu sordide. Vous allez devoir entamer une procédure de jugement déclaratif pour annuler l'acte, continua-t-elle sur un ton monocorde. Ça peut prendre des mois. Voire plus. En attendant, légalement, vous n'existez plus. Je sortis de la mairie comme une somnambule, le bruit de la rue m'agressant. Je n'étais plus seulement déshéritée. J'étais effacée. Anéantie administrativement. Une non-personne. C'était diabolique. C'était d'une cruauté qui dépassait l'entendement. Je traversai la rue, le regard vide. Et c'est là que je la vis. De l'autre côté du parvis, à l'ombre d'un platane, se tenait ma mère. Isabelle. Impeccable dans son trench coat beige,
portant le fameux carré Hermès. Elle ne souriait pas. Elle me regardait fixement, de ses yeux froids et calculateurs. Il n'y avait ni amour, ni peine. Juste le triomphe glacial d'une victoire qu'elle croyait totale. Elle me tenait. Sans argent, sans identité, j'étais piégée. Elle me vit la voir. Elle ne détourna pas le regard. Elle soutint le mien pendant une longue seconde, puis tourna les talons et disparut dans la foule. La rage. Une rage pure, froide et puissante, submergea la peur et le désespoir. Ils avaient sous-estimé une chose. Ils pensaient avoir affaire à la jeune fille de 19 ans qu'ils avaient chassée. Mais cette jeune fille était morte, et à sa place se tenait une femme qui n'avait plus rien à perdre. Et une femme qui n'a plus rien à perdre est la créature la plus dangereuse qui soit. Ils voulaient m'effacer ? J'allais leur montrer ce que c'était que de devenir un fantôme. Un fantôme qui viendrait hanter leur empire jusqu'à sa chute. Ce soir-là, alors que je tournais en rond dans mon appartement, prisonnière de mon existence fantôme, on frappa discrètement à ma porte. Pas la sonnette, mais 3 coups légers, presque timides. Le cœur battant, je regardai par le Judas. Je ne reconnus pas la jeune femme qui se tenait sur le paillasson, mais elle tenait une enveloppe à la main. J'entr'ouvris la porte, la chaîne de sécurité en place. « Mademoiselle Dubois » demanda-t-elle d'une voix basse. « Oui. Ceci est pour vous. » Elle me tendit l'enveloppe, et sans un mot de plus, tourna les talons et descendit rapidement les escaliers. Je refermai la porte, perplexe. L'enveloppe était de qualité, sans aucune inscription. À l'intérieur, une seule feuille de papier pliée. L'écriture était élégante, féminine, et vaguement familière. « Ma chère Élodie, ton grand-père se méfiait de la cupidité de son fils. Il savait qu'il serait capable du pire. Il a tout préparé. Ne désespère pas. La clé que tu possèdes ouvre le coffre 17B chez LCL Archives Privées, rue du Louvre. Va, et reprends ce qui t'appartient. Une amie qui pense à toi. Une amie. » Et soudain, je sus. Geneviève. La seconde épouse de Pépé Antoine, une femme douce et cultivée, une historienne de l'art que mon père et ma mère avaient toujours traitée avec une condescendance méprisante, la considérant comme une usurpatrice. Pépé l'avait épousée 10 ans après la mort de ma grand-mère, et ce fut une source de conflits permanents. Mais pour moi, Geneviève avait toujours été une présence bienveillante, une alliée silencieuse dans la forteresse froide qu'était ma famille. Je me souvenais de la petite clé en laiton. Pépé me l'avait donnée pour mes 21 ans, dans une petite boîte en velours. « Garde-la précieusement, mon nez, m'avait-il dit avec un clin d'œil. C'est la clé de ton indépendance. Tu sauras quand t'en servir. » À l'époque, je pensais que c'était une métaphore. Je trouvai un numéro de téléphone pour Geneviève dans un vieux carnet d'adresses. Je l'appelai, le cœur battant. « Allô ?» Sa voix était fragile. « Geneviève ? » C'est Élodie. Un long silence, puis un sanglot étouffé. « Élodie, ma chérie. Je suis tellement désolée. J'ai tout entendu. C'était vous, pour l'enveloppe ? Oui. Je ne pouvais pas rester sans rien faire. J'ai surpris une conversation entre Jean-Pierre et cet horrible notaire, Moreau. Ils parlaient de te neutraliser. J'ai compris qu'ils allaient faire quelque chose de terrible. Je ne savais pas quoi, mais je savais que je devais t'avertir de suivre les instructions d'Antoine. » Sa voix se brisa. Il savait, Élodie. Ton grand-père savait tout. Il aimait son fils, mais il ne lui faisait aucune confiance. Il a passé les dernières années de sa vie à mettre en place des protections pour toi. Elle m'apprit alors quelque chose de crucial. Il tenait des journaux. Des carnets où il notait tout. Ses doutes, ses conversations avec ton père, ses craintes. Il m'a dit où il les avait cachés. Il a dit qu'il pourrait avoir une valeur légale, pour prouver sa lucidité et sa détermination si jamais on essayait de contester ses volontés. Je sentis une nouvelle vague de force m'envahir. Je n'étais pas seule. J'avais Geneviève. Et j'avais les dernières volontés, les vraies, de mon grand-père. Merci, Geneviève. Merci du fond du cœur. Sois prudente, ma chérie. Ils sont dangereux. Après avoir raccroché, je restai un long moment immobile. Puis,
je sortis la petite clé en laiton de ma boîte à bijoux. Elle était froide et lourde dans ma paume. Ce n'était pas une métaphore. C'était la clé de mon avenir. Demain, j'irai rue du Louvre. Demain, j'ouvrirai le coffre. Demain, la contre-attaque commencerait. LCL Archives privées n'avait rien d'une banque ordinaire. La façade discrète de la rue du Louvre dissimulait un sanctuaire de secrets, un labyrinthe de coffres-forts où les fortunes et les histoires de Paris dormaient à l'abri des regards. L'atmosphère était feutrée, silencieuse, intimidante. Guidé par un employé en costume sombre, je descendis dans les entrailles du bâtiment. L'air devint plus froid. Il me laissa seul devant une paroi de métal brossé, désignant une petite porte marquée « 17B ». Ma main tremblait légèrement en insérant la clé en laiton dans la serrure. Le déclic métallique résonna comme un coup de feu dans le silence. À l'intérieur du coffre, une seule mallette en titane, ignifugée, m'attendait. Elle était lourde. Je la posai sur la tablette prévue à cet effet et composai le code que Pépé m'avait donné un jour, en plaisantant, la date de naissance de ma grand-mère. La mallette s'ouvrit sans un bruit. Mon souffle se coupa. Ce que je voyais dépassait tout ce que j'avais imaginé. Sur le dessus, un vrai chèque de banque certifié, émis par la banque genevoise, à mon nom. 50 246 000 €. Le papier était épais, le sceau de la banque incrusté. C'était réel. Dessous, une liasse de documents bien plus importante. Les actes de propriété notariés, irréfutables, transférant la pleine et entière propriété du domaine de la Garonne à Mademoiselle Élodie Dubois. Pas l'usufruit, pas départ. Tout. La terre, les chais, le château, le nom. Il y avait aussi les certificats d'action de la holding familiale, me donnant 100% des droits de vote. J'étais, depuis la mort de mon grand-père, la seule et unique propriétaire de l'empire qu'il pensait diriger. Et enfin, au fond de la mallette, une autre clé USB, nichée dans une pochette en velours noir. Je ne perdis pas de temps. Je demandai un salon privé, où je branchai la clé sur mon ordinateur. Un seul fichier vidéo apparut. Je cliquai. Le visage de Pépé Antoine emplit l'écran. Il était dans son bureau au domaine, la lumière dorée de la fin d'après-midi filtrant à travers les fenêtres. Il avait l'air fatigué, mais ses yeux brillaient d'une intelligence acérée. « Élodie, ma chérie. Si tu vois ceci, c'est que le pire est arrivé. C'est qu'ils ont fait ce que je redoutais. » Sa voix était calme, posée, celle d'un homme qui a tout pesé. « Ils ont essayé de t'effacer. Ne leur en veux pas pour leur méchanceté, mais plains-les pour leur bêtise. » Il se pencha en avant. « Cet héritage, ce n'est pas un cadeau. C'est une responsabilité. Et une arme. Dans les autres fichiers de cette clé, tu trouveras tout ce dont tu as besoin pour comprendre et pour te battre. J'ai fait installer un logiciel de surveillance sur les ordinateurs du domaine il y a des mois. J'avais des doutes sur les agissements de ton père et de ce jeune arriviste qui tourne autour de Chloé. Bastien. Le fiancé de Chloé. Un jeune banquier d'affaires aux dents longues et au sourire trop blanc. Guidé par les instructions de la vidéo, j'ouvris les autres dossiers. Ce que je découvris me glaça le sang. Des copies de mails, des enregistrements de conversations, des plans financiers. Mon père, aidé par Bastien, était en train de finaliser la vente du domaine de la Garonne. Pas à un autre vigneron, mais à un conglomérat international sans âme, Omnicorp, réputé pour racheter des marques patrimoniales, les démanteler, vendre les actifs et ne laisser que des ruines. Ils utilisaient mon statut de « décédé » et une signature grossièrement imitée sur des documents pour légitimer la transaction. Ils n'allaient pas seulement me voler mon héritage. Ils allaient détruire l'œuvre de 6 générations de Dubois. La trahison était totale, abjecte. Ce n'était plus une simple affaire de famille. C'était une conspiration criminelle. Je fermai l'ordinateur, le cœur battant à tout rompre. La tristesse avait laissé place à une détermination froide comme l'acier. Pépé m'avait donné les clés du royaume. Mais il m'avait aussi donné les armes pour le défendre. Et j'allais m'en servir. Je ne suis pas rentré à mon appartement. Je suis allé directement dans un café discret près de la Bourse, un de ces endroits où les conversations se perdent dans le brouhaha ambiant. Je ne pouvais plus attendre. La phase de réaction était terminée.
La phase d'action commençait. La première phase de ma contre-attaque fut de mobiliser mes alliés. J'appelai Luc, mon ami d'enfance, celui qui avait partagé mes jeux dans les vignes du domaine avant de devenir un journaliste d'investigation redouté au monde. Je lui racontai tout, sans omettre un seul détail sordide. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil, puis sa voix, habituellement si calme, était tendue de colère. Les salauds. Élodie, je suis avec toi à 100% Omnicorp, je les connais. C'est une pieuvre financière. Laisse-moi creuser de mon côté. Je vais enquêter sur eux, sur Bastien, sur ce notaire Moreau. On va trouver leurs failles. Ensuite, j'appelai Pierre, le maître de chai du domaine de la Garonne. Un homme qui avait travaillé avec mon grand-père pendant plus de 40 ans, un homme dont la loyauté allait à la terre et au vin, pas aux hommes qui la possédaient temporairement. Je lui expliquai la situation, la vente imminente à Omnicorp. Sa réaction fut immédiate et viscérale. Jamais, granda-t-il. Tant que je serai en vie, ces vautours ne mettront pas les pieds dans nos chais. Mademoiselle Élodie, les anciens, ici, nous sommes tous avec vous. Nous savions que quelque chose se tramait. Monsieur Jean-Pierre a changé. Il ne parle que de rentabilité, de restructuration. Il a perdu l'amour du métier. Dites-nous ce que nous devons faire. Nous serons vos yeux et vos oreilles. La deuxième phase fut l'offensive juridique. Avec les preuves accablantes de la clé ESB, je pris rendez-vous avec maître Valérie Lefebvre, une avocate spécialisée dans les litiges financiers complexes, une tueuse que Luc m'avait recommandée. Dans son bureau moderne surplombant la Seine, je déballai toute l'histoire. Elle m'écouta sans m'interrompre, ses yeux vifs analysant chaque document que je lui présentais. Quand j'eus fini, elle eut un sourire fin, presque prédateur. « C'est magnifique, dit-elle. D'un point de vue juridique, bien sûr. La fraude est tellement grossière, tellement arrogante. Ils ne vous ont laissé aucune chance, mais ils ne se sont laissé aucune issue. » Elle n'attendit pas. Le jour même, elle déposa une requête en urgence auprès du tribunal de commerce de Bordeaux, avec les preuves de ma propriété et les indices de la vente frauduleuse. Elle demanda et obtint une ordonnance de référé interdisant toute transaction, toute cession d'actifs ou toute modification des statuts de la holding familiale jusqu'à nouvel ordre. Le piège venait de se refermer sur eux. Ils ne le savaient pas encore, mais leur projet de vente était mort. La troisième phase, la plus délicate, fut la guerre psychologique. Je savais que la plus grande peur de ma mère n'était ni la prison, ni la pauvreté. C'était le scandale. L'humiliation publique. Je choisis mon terrain avec soin. Le salon de thé de l'hôtel Georges V, un sanctuaire de l'élite parisienne où elle se rendait chaque semaine avec ses amis. Je m'y rendis, sachant qu'elle y serait. Je m'assis à une table non loin de la sienne. Quand elle m'aperçut, son visage se décomposa. Elle fit mine de m'ignorer. Je me levai et m'approchai de sa table. Ses amis me regardèrent avec curiosité. « Bonjour, maman, dis-je d'une voix claire et posée. Elle devint blême. « Élodie. Que fais-tu ici ? » Juste de passage. Je voulais te prévenir. Un ami journaliste, du Monde, termine un article passionnant. Ça s'appelle « Secrets et déshéritance dans les grandes familles du Bordelais ». Il y a question d'une histoire fascinante de faux en écriture, d'héritières déclarées mortes. Je pense que ça va beaucoup intéresser tes amis. Je la regardai droit dans les yeux. Je vis la panique pure remplacer l'arrogance. Je lui avais montré que je pouvais détruire son monde d'apparence d'un seul mot. Je fis un léger sourire, tournai les talons et partis, la laissant seule avec son thé refroidi et le regard interrogateur de ses amis. La contre-attaque silencieuse était lancée. Les murs de leur forteresse commençaient à trembler. L'ordonnance du tribunal de commerce eut l'effet d'une bombe. Mon père et Bastien, en pleine négociation finale avec les avocats d'Omnicorp, furent informés que toutes les transactions étaient gelées. Le château de cartes qu'ils avaient si arrogamment construit commençait à s'effondrer. Et avec lui, leur alliance impie. Pierre, mon allié au domaine, me rapporta la première fissure. Il avait entendu une dispute violente entre mon père et Bastien dans le bureau de Pépé, le bureau que mon père occupait désormais comme un trône usurpé. « C'est de ta faute, hurlait mon père. Ton montage était trop visible.
Tu m'avais promis que ce serait indétectable. Mon montage était parfait, répliquait Bastien, sa voix mielleuse remplacée par une arrogance paniquée. C'est votre fille qui est le problème. Comment a-t-elle pu avoir accès à ces informations? Vous l'avez sous-estimée. C'est vous qui avez été négligent. La peur est un acide puissant. Elle ronge la loyauté et ne laisse que l'instinct de survie. Bastien, le jeune loup ambitieux, comprit que le navire était en train de couler. Et il n'avait aucune intention de sombrer avec la famille Dubois. 2 jours plus tard, Maître Lefebvre reçut un appel. C'était l'avocat de Bastien. Son client, profondément choqué par les méthodes qu'il découvrait, était prêt à collaborer. Il proposait de fournir l'intégralité des preuves de la conspiration, les noms, les dates, les comptes offshore utilisés pour les pots de vin, en échange d'une immunité partielle et de la promesse que son nom ne serait pas traîné dans la boue médiatique. Il était prêt à vendre la famille qu'il avait accueillie pour sauver sa propre carrière. Maître Lefebvre accepta d'écouter, sans rien promettre. Le premier à quitter le navire. Pendant ce temps, ma mère se consumait sous l'effet de ma menace. La peur du scandale était son pire tourment. Elle m'appela, sa voix méconnaissable, un mélange de supplication et de fureur contenue. « Qu'est-ce que tu veux, Élodie? De l'argent? Dis-moi combien. Nous te le donnerons. Mais arrête ça. Il n'a jamais été question d'argent, maman. Il est question de respect. De justice. Des choses que tu ne peux pas acheter. Justice, cracha TL. Tu parles de justice, toi qui nous as tourné le dos. Puis ce fut au tour de Chloé. Elle se présenta à ma porte à Paris, sans prévenir. Le maquillage avait coulé, son assurance s'était évaporée. Elle n'était plus la princesse glaciale, mais une jeune femme terrifiée. « Hello, s'il te plaît, il faut que tu arrêtes ça », sanglota-t-elle en s'agrippant à mon bras. Papa est fou de rage, maman ne sort plus de sa chambre. Bastien ne me répond plus. Tu es en train de tout détruire. Je la fis entrer, lui servis un verre d'eau qu'elle ne toucha pas. J'avais posé mon téléphone sur la table basse, l'enregistreur activé. Je ne savais pas, Hello, je te le jure, pleurnicha-t-elle. Pour l'acte de décès. Papa et Bastien ont dit que c'était une simple formalité administrative pour protéger le patrimoine de tes créanciers si jamais ton affaire de parfum faisait faillite. J'ai signé sans lire. J'avais peur. J'avais peur que si je ne faisais pas ce qu'il disait, il me déshériteraient moi aussi. Elle blâmait tout le monde. Mon père, Bastien, la pression familiale. Jamais elle-même. Elle ne voyait que les conséquences pour elle, pas la monstruosité de l'acte. S'il te plaît, Hello. Pense à la famille. Je la regardai, et pour la première fois, je ne ressentis ni colère, ni pitié. Juste un vide immense. Quelle famille, Chloé? Demandai-je doucement. Celle qui m'a effacée? Je repris mon téléphone et lui tins la porte ouverte. Elle comprit que la conversation était terminée. Son visage se décomposa, et elle partit en sanglotant. Leur forteresse ne se fissurait plus. Elle s'effondrait de l'intérieur, chaque membre essayant désespérément de s'échapper des décombres, même s'il fallait pour cela piétiner les autres. Grâce aux indications de Geneviève, je savais qu'il me restait une dernière carte à jouer, l'arme ultime que Pépé avait préparée. Elle se trouvait dans un endroit improbable, un garde-meuble loué sous un pseudonyme à Libourne, une petite ville voisine. L'endroit était impersonnel, une rangée de box métalliques sous un ciel gris. J'ouvris le box numéro 27. À l'intérieur, une seule boîte d'archives en carton, couverte de poussière. Je l'ouvris avec une sorte de révérence. Elle contenait les journaux de mon grand-père. Des dizaines de carnets Moleskine noirs, remplis de son écriture serrée. Je m'assis par terre, dans la lumière blafarde du néon, et je commençai à lire. C'était un témoignage poignant de ces dernières années, son amour pour Geneviève, sa fierté pour moi, et surtout, sa déception grandissante envers son propre fils. Il décrivait les conversations où Jean-Pierre ne parlait que de « valoriser les actifs », de « vendre les parcelles non rentables ». Il notait ses craintes de voir le domaine, l'âme de la famille, être bradé. Et puis, au fond de la boîte, sous les carnets, je la trouvai. Une enveloppe Kraft. À l'intérieur, un document qui me fit retenir mon souffle.
C'était un second testament. Un testament holographe, entièrement écrit de la main de mon grand-père, sur du papier à en-tête du domaine. Il était daté, et la date me glaça le sang, une semaine après la date de ma fausse déclaration de décès. Le texte était court, mais d'une puissance dévastatrice. Moi, Antoine Dubois, en pleine possession de mes moyens, et ayant de sérieuses raisons de croire que mon fils, Jean-Pierre Dubois, et sa famille, tenteront par des moyens frauduleux et illégaux de spolier ma petite-fille, Élodie Dubois, de son héritage légitime, je révoque par la présente toute version antérieure de mon testament. Ce document est ma seule et dernière volonté. Je confirme Élodie Dubois comme mon unique et seule héritière universelle. Toute tentative de contester ce testament sur la base de sa prétendue disparition ou de son décès devra être considérée comme une preuve supplémentaire de la conspiration que je dénonce. C'était signé. C'était la preuve irréfutable. Le coup de génie d'un vieil homme qui connaissait parfaitement ses ennemis. Il n'avait pas seulement anticipé leurs crimes, il l'avait utilisé pour forger l'arme qui les anéantirait. Je n'attendis pas le procès. Le lendemain, je retournai à Bordeaux. Je ne prévins personne. Je me rendis directement au domaine de la Garonne. Je trouvai mon père dans le bureau de Pépé, au téléphone, aboyant des ordres. Quand il me vit, il blêmit, puis son visage se tordit de fureur. « Qu'est-ce que tu fiches ici ? C'est une propriété privée. »« C'est ma propriété privée, » répondis-je calmement. Je m'approchai du bureau, ce magnifique bureau en acajou où Pépé m'asseyait sur ses genoux pour me raconter des histoires. Je posai devant mon père une photocopie du Second Testament. Il la regarda, la lut une fois, 2 fois. Ses mains se mirent à trembler. La couleur quitta son visage. Il leva les yeux vers moi, et pour la première fois de ma vie, je vis de la peur dans son regard. Pas de la colère. De la peur pure. « Tu as brûlé un morceau de papier, » dis-je, ma voix ne tremblant pas, Pépé m'a laissé les fondations. La terre. La mémoire. Et tu es en ce moment même assis sur son fauteuil, sur ma propriété. La partie est terminée. Il ne répondit pas. Il resta là, silencieux, l'homme le plus puissant de la région réduit à un vieillard effrayé, piégé par le fantôme de son père et la fille qu'il avait tenté d'effacer. Le jour du procès, le tribunal de grande instance de Bordeaux était un théâtre silencieux. Il n'y avait pas de drame, pas de cris. Juste une tension froide et inéluctable. Ma famille était là, assise au premier rang, mais il n'était plus une unité. Mon père fixait le vide, le visage gris. Ma mère, cachée derrière de grandes lunettes noires, semblait avoir vieilli de 10 ans. Chloé pleurait silencieusement, se tordant les mains. Bastien, lui, n'était pas sur leur banc. Il était assis plus loin, avec son avocat, prêt à être appelé comme témoin à charge. La procédure fut une formalité, une exécution juridique menée de main de maître par maître Lefebvre. Elle n'eut même pas besoin d'utiliser toutes ses armes. Elle commença par établir ma pleine propriété du domaine et des actifs financiers, grâce aux documents du coffre et à l'acte de fiducie. L'avocat de la défense, un homme visiblement mal à l'aise, tenta de plaider la gestion protectrice du patrimoine face à une héritière instable, mais l'argument s'effondra lamentablement. Ensuite, maître Lefebvre aborda la déclaration de décès frauduleuse. Elle appela à la barre le fonctionnaire de la mairie de Paris, qui confirma la procédure. Puis, elle fit citer le notaire complice, maître Moreau. Acculé, confronté aux preuves de virement bancaire de la part de mon père, il avoua tout, décrivant la machination en détail. Le coup de grâce fut la présentation du Second Testament holographe. Maître Lefebvre le déposa devant le président du tribunal. Un expert en graphologie, commis par le tribunal, confirma son authenticité sans l'ombre d'un doute. La date, postérieure à ma mort administrative, rendait toute contestation impossible. Elle scellait le sort de ma famille. Le président du tribunal, un homme réputé pour sa rigueur, prit la parole. Son visage était sévère, son regard chargé de mépris pour les accusés. Cette cour, commença-t-il d'une voix forte, a rarement vu un cas d'une telle dépravation morale, d'une telle cupidité et d'une telle cruauté, orchestrée contre un membre de sa propre famille. Il se tourna vers mon père. Monsieur Dubois, vous avez non seulement tenté de spolier votre fille,
mais vous avez commis un acte d'une barbarie psychologique inouïe en tentant de la faire disparaître civilement. Le verdict tomba, chaque mot comme un coup de marteau. Le tribunal confirme mademoiselle Élodie Dubois comme l'unique et seule héritière légitime de la totalité du patrimoine de feu monsieur Antoine Dubois. Toutes les donations et avantages antérieurs consentis à monsieur Jean-Pierre Dubois, madame Isabelle Dubois et mademoiselle Chloé Dubois sont révoqués pour cause d'indignité successorale. Leurs actifs personnels sont placés sous séquestre dans l'attente du remboursement des frais et des dommages-intérêts. Enfin, cette Cour ordonne la transmission du dossier complet au procureur de la République pour l'ouverture d'une information judiciaire pour chef de faux et usage de faux, escroquerie en bande organisée et tentative de subornation de témoins. C'était fini. Ils avaient tout perdu. L'argent, le statut, l'honneur. Et bientôt, peut-être, leur liberté. Je ne ressentis ni joie, ni triomphe. Juste le vide immense de la justice accomplie. Je me levai et quittai la salle d'audience sans un regard en arrière, laissant derrière moi les ruines de la famille qui m'avait renié. Je ne suis pas retourné à Paris. Le domaine de la Garonne m'attendait. Mon héritage. Mon fardeau. Ma nouvelle vie. Quelques semaines plus tard, le tumulte médiatique s'était un peu calmé. Les noms de mon père, de ma mère et de ma sœur étaient devenus synonymes de scandale dans tout le Bordelais. Le mien était celui d'une énigme. Je n'entrai pas dans le domaine par la grande grille du château, mais par la petite porte d'échelle, là où l'odeur du bois humide, du raisin fermenté et du temps qui passe était la plus forte. Pierre, le maître de chai, m'attendait. Il ne dit rien, hocha simplement la tête, un profond respect dans ses yeux clairs. Le jour de la première réunion du conseil d'administration sous ma présidence, je choisis ma tenue avec soin. Pas un tailleur de deuil, ni une robe de soirée. Un pantalon de flanelle gris, un chemisier blanc impeccable, des bottes plates. La tenue d'une femme qui travaille. La grande salle du conseil était silencieuse lorsque j'entrai. Les membres du conseil, des hommes d'affaires de la région, des alliés de mon père, étaient tous là. Certains avaient été complices par leur silence, d'autres par leur participation active. Ils me regardèrent entrer, un mélange de peur, de curiosité et de défi dans les yeux. Ils s'attendaient à un règlement de compte, à une purge. Je ne leur accordai pas un regard. Je marchai jusqu'au bout de la longue table en chêne, jusqu'au fauteuil où mon grand-père s'était assis, puis mon père. Derrière moi, se tenaient Geneviève et Pierre, mes deux piliers, mes deux consciences. Je ne m'assis pas tout de suite. Je restai debout, les mains posées à plat sur le bois poli. Je balayai la salle du regard, les fixant un par un, jusqu'à ce qu'ils baissent les yeux. Mon premier acte en tant que présidente ne fut pas un discours. Ce ne fut pas une vengeance. Je posai sur la table une pile de dossiers. Messieurs, dis-je, ma voix résonnant clairement dans le silence. Voici le plan de développement du domaine de la Garonne pour les 5 prochaines années. Il inclut un retour à une viticulture entièrement biologique, une modernisation de nos chais, et la création d'une nouvelle cuvée prestige. Je fis une pause, laissant le poids de mes mots s'installer. Elle portera le nom de la personne qui a toujours cru en l'avenir de ce domaine. Elle s'appellera la cuvée Antoine Dubois. Je levai les yeux et les fixai de nouveau. Le domaine de la Garonne ne sera pas vendu, déclarai-je, chaque syllabe pesant une tonne. Il va renaître. Le passé est mort. L'avenir commence maintenant. Ceux qui veulent y participer sont les bienvenus. Les autres peuvent prendre la porte. La décision vous appartient. Je m'assis enfin dans le fauteuil de mon grand-père. Il était grand, mais il n'était pas trop grand pour moi. Je n'étais plus la jeune fille effrayée, ni le fantôme vengeur. J'étais l'héritière. Et mon histoire ne faisait que commencer.